Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai repris mon invité de la dernière fois, monsieur Hugo Venn. Malheureusement, Romain Smooth n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est un petit peu triste. Mais Hugo, comment tu vas? Écoute, ça va, malgré la défaite, on vit, hein, on est toujours là. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste, mais bon, la vie continue. J'entends que ta voix elle est un peu cassée. Ouais, c'est un peu d'excitation hier, de cris, mais aussi un peu de maladie. Crime. De cris. Ah, de cris, pardon, ok. Bon, les gars, comme vous avez pu voir, c'était un match historique. Franchement, pour moi et pour plein de gens qui ont regardé cette finale-là, c'était la meilleure finale de l'histoire du football carrément. Car c'était tellement parfait, c'était comme une sorte de conte de fées. La bataille Messi-Mbappé, et le final aussi, ça s'est terminé sur des tirs au but. Et franchement, on ne peut que... Moi, personnellement, j'avais dit que j'allais être pour l'Argentine, mais il y a eu des moments où j'ai savouré cette finale, où il y avait une part de moi qui voulait voir l'équipe de France gagner parce qu'ils ont été courageux et ils ont montré un certain caractère après que Mbappé ait marqué les 2 premiers buts, parce qu'au début du match, pendant 80 minutes, on les a pas vus. Ouais, après la meilleure finale, c'est vrai qu'elle commence à devenir intéressante au premier but de Mbappé. Sinon après, côté français, c'est sûr que les Argentins, ils ont dû se régaler tout le long parce que c'était une domination facile. Mais pour nous, Français, la finale a commencé à devenir intéressante vers la 70e, parce que sinon au début, même moi je commençais à décrocher du match. Bah oui, c'est sûr, mais moi aussi je suis d'accord avec toi, parce que moi personnellement je savais que les Argentins allaient perdre le contrôle du match à un moment donné, parce qu'ils prennent tellement la confiance et ils sont tellement dans les émotions qu'à un moment donné ils foirent la fin du match. On a vu le même scénario face aux Pays-Bas, ils menaient 2-0 tranquillement, ils contrôlaient tout le match, et à un moment donné les Pays-Bas ils leur marquent 2 buts en l'espace de 5 minutes et les Argentins ne comprennent rien. Et là il se passe le même scénario avec la France, et moi au fond de moi je le savais, parce que quand tu marques 2 buts en première période et tu vois Di Maria limite en train de pleurer, les gars, il reste encore une mi-temps à jouer, c'est pas encore fini. Donc faut pas, c'est ça mon problème avec les Argentins, et c'est pour ça qu'à un moment donné, comme j'ai dit, j'ai eu un penchant vers la France. Mais après c'est presque, c'est pas obligatoire, mais c'est presque obligatoire de faire des erreurs comme ça et de se relâcher. Ils ont été tellement bons pendant tout le match, et nous on a été tellement mauvais pendant tout le match. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe, et puis la France ne pouvait pas sortir de ce match en ayant proposé seulement ce qu'on avait proposé pendant les 70 premières minutes, parce que vraiment là ça aurait été pire qu'une honte, parce qu'on n'avait absolument rien fait. Et sortir d'une finale comme ça en n'ayant proposé rien du tout, en n'ayant pas fait le jeu, en perdant le ballon directement dès qu'on l'avait, il ne pouvait pas terminer un match comme ça. Donc il a fallu qu'on montre un peu de qu'on était capable, avec aussi des entrées qui nous ont beaucoup aidé. Exactement, ouais. Et il fallait qu'eux aussi fassent des erreurs, parce que sur la séance de tir au but, le gardien a été très bon, mais sinon pendant le match il n'a pas eu grand chose à faire. Martinez? Oui. Ah. Et justement il n'a pas été très bon pendant le match, alors qu'il n'avait pas grand chose à faire. Oui, c'est sûr, il n'a pas été mis en difficulté. La seule fois où il a été mis en difficulté, où les seuls tirs cadrés de l'équipe de France, c'était les tirs de Mbappé, les buts qu'il a marqués. Mais c'est vrai qu'après, la vérité, moi, j'ai respecté les changements que Deschamps a fait en première période, parce que je pense que ça a totalement changé la physionomie du match. Et il a apporté, les joueurs qui sont rentrés, ils ont apporté un petit peu d'animation offensive, que c'est ça qui manquait à cette équipe de France, parce que Dembélé, il était malade, il lui arrivait quoi? Non, je sais pas, je pense qu'il est juste sorti parce qu'il était nul. Ouais, ok. Mais Giroud, on sait qu'il a été un petit peu blessé. Ouais, ça même les commentateurs, mais bon, pour moi, c'est pas une excuse, hein. Tu joues une finale, même si tu es blessé, tu la joues à fond et tu t'essaies de passer outre, ou sinon, tu ne joues pas tout court. Ouais, mais je trouve que c'est normal qu'il fasse sortir Giroud, parce que dans ce genre de match, tu as besoin d'un joueur qui est créatif, et je pense que les entrées de Kolo Muani et de Thuram, ils ont complètement changé la donne, et ils ont aidé un petit peu Mbappé à être beaucoup plus créatif en attaque et à essayer de provoquer du danger de cette défense argentine. Après Griezmann, t'en as pensé quoi?
Pour un joueur qui a contrôlé le jeu, qui a contrôlé notre jeu durant toute cette Coupe du Monde, qui était aussi bien en défense qu'en attaque sur certains matchs, comme par exemple contre le Maroc, là, le voir complètement passer à côté de son match, c'était assez désolant, c'était même triste pour lui, parce qu'on voyait qu'il pouvait rien faire, et puis tellement son match était mauvais, j'avais l'impression qu'il voulait pas donner des conseils aux autres, etc. par peur qu'on lui dise mais toi déjà essaye de faire bien avant de donner des conseils. J'ai l'impression que dans tous les domaines il est passé à côté de son match, et malheureusement c'est pas le seul, mais c'est celui qui peut-être fait le plus de peine quand on voit ses prestations précédentes, etc. Donc après on a aussi par exemple Théo Hernandez qui est passé à côté de son match, qui avait si bien défendu justement en demi-finale sur Ziyech, etc., sur les différentes attaques, et là qui passe complètement à côté de son match, il se fait passer plusieurs fois. Après c'est vrai qu'il y a aussi... Koundé aussi, hein. Oui. Il était pas si rassurant que ça. Mais il y a aussi quelques fois où Théo Hernandez face à Messi a été un peu injustement sanctionné, notamment en se prenant un carton jaune à un moment alors que c'est Messi qui lui rentre dedans. Ouais. Enfin, après, bon, je veux pas m'aventurer sur le débat de l'arbitrage, parce que bon, chacun en pense ce qu'il veut. Pour moi, on ne méritait pas de gagner ce match avec ou sans l'arbitrage. Ok, c'est bien que tu parles de l'arbitrage, parce que ça m'a rappelé ce que j'ai dit sur l'arbitrage du Maroc-France, où j'avais dit que comme quoi le penalty de Bouffal aurait pu être sifflé. Je retire totalement ce que j'ai dit. J'ai revu l'action pas mal de fois, et je peux te dire que l'arbitre a pris la meilleure décision possible. Il y a eu une faute de Bouffal et une carton jaune. Donc, parce que, on va faire une petite parenthèse, enfin, Bouffal, on a bien vu sur l'action que Théo Hernandez prend le ballon en premier, et c'était Bouffal qui avait l'intention de le prendre avant lui, mais vu que Théo Hernandez a été beaucoup plus rapide que lui, Bouffal il se prend la jambe de Théo Hernandez, et ça c'est faute. Ça c'est faute dans le règlement. Donc j'ai voulu faire cette petite parenthèse aussi. Mais non, enfin, l'arbitrage dans ce match-là, c'est compliqué d'arbitrer une finale de Coupe du Monde. Il y a trop de pression. J'avoue que des fois, ça peut lui arriver de faire des erreurs, mais sur le penalty de Dembélé, parce que c'est la seule fois où il y a eu une polémique, j'ai envie de dire, ça dépend des angles des caméras. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, je ne saurais pas comment je pourrais. Toi, t'en penses quoi? Bah, moi, comme je l'ai dit, je veux pas m'avancer sur l'arbitrage. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est pour les faibles de parler de l'arbitrage et de se plaindre de ça. Comme je l'ai dit, on ne mérite pas de gagner cette finale vu ce qu'on a proposé pendant 70 minutes. Et même en étant honnête, je trouve qu'après, quand on a marqué et quand on est remis au score à 2-2, j'avais l'impression, on a eu quelques actions, mais on les laissait encore jouer, et eux arrivaient quand même à avoir des occasions, alors qu'on avait clairement l'ascendant psychologique sur eux. On venait de les rattraper en 5 minutes, on avait égalisé, mais ils ont quand même réussi à avoir des occasions, etc. Donc même après ce 2-2, je trouve qu'on n'a pas été bon, on aurait dû psychologiquement et même physiquement être meilleur, et là on n'a pas su le faire. Mais moi la vérité, je pense qu'il faut au contraire être fier de cette équipe de France, parce que arriver en finale sans Kanté, sans Pogba, sans Benzema, sans Makhmélyan, sans Kimpembe, sans Lucas Hernandez qui s'est blessé au premier match, on ne peut que respecter ce parcours-là. C'est vrai, certes, pendant la finale, on ne les a pas vus pendant 70 ou 80 minutes, mais Mbappé, heureusement que Mbappé a surgi, a essayé de porter tout le pays sur ses épaules. Mais faut respecter quand même le parcours qu'a fait cette équipe de France. Faut respecter le travail de Didier Deschamps, parce que c'est pas facile d'arriver en finale d'une Coupe du Monde quand tu as un 11 de blessés. Donc vraiment, et je l'ai aussi dit, si seulement il y avait peut-être Karim Benzema qui a joué depuis le début de la compétition, et si Benzema avait joué cette finale, ça aurait pu, le scénario aurait pu être différent, parce que on sait comment ce joueur est créatif, on sait comment il s'entend bien avec Mbappé. On a vu comment ils ont joué à la dernière Nations League, on a vu comment ils ont joué à l'Euro. Bon, certes, à l'Euro, ça s'est mal terminé face à la Suisse, ça c'est pas grave, mais à la Nations League, on a vu les matchs qu'ils ont fait face à la Belgique et face à l'Espagne. Donc,
franchement, dans ce genre de match, quand tu joues face à l'Australie par exemple, face au Danemark, ou face à la Tunisie ou la Pologne, tu n'auras pas besoin de Benzema forcément. Mais dans des matchs comme ça, où tu as besoin d'un joueur créatif qui va faire la différence à n'importe quel moment, c'est très important, tu vois. Donc, et moi, je ne crache pas du tout sur cette équipe. Au contraire, je trouve qu'ils ont fait un super parcours. Surtout quand on voit les équipes qu'on a affrontées, la profondeur de leur banc qu'ils avaient. Je pense à l'Angleterre, même à l'Argentine qui se permet de faire rentrer des Dybala seulement pour la séance de penalty. C'est ça. Hein. Portugal aussi, ils avaient voilà. Quand ils ont joué face au Maroc, leur changement c'était incroyable. Alors que nous, quand on rentre, bon, je suis un très grand supporter de l'OM, mais enfin, Verretou, Guendouzi, au milieu, ça n'a pas le niveau. Ouais. Après, ok, il fait rentrer même Fofana. Moi, je trouve que sur ses entrées, c'est pas un joueur qui fait rêver ou quoi. Certes, hier, par exemple, il a pas été mauvais, il n'a pas été bon non plus, il a été normal. Mais c'est pas un joueur qui fait rêver, qui au milieu va te débloquer des situations ou quoi. Et que ce soit même en attaque, j'ai l'impression qu'on a que des ailiers. Même Marcus Thuram qui est très bon. Et on a vu qu'ils ont fait que alterner avec Mbappé pendant le match. On ne savait pas qui était buteur, qui était ailier. Il changeait à chaque fois. Je trouve que non, moi je suis fier de cette équipe même avec ce qu'on a pu faire. Mais Colomani, moi j'ai kiffé. Ouais. J'ai adoré ça. Par contre, c'est celui qui sonne la révolte, le début de la révolte, alors que c'est un des plus comment dire, nouveaux dans cette équipe. Mais c'est lui qui est obligé de montrer aux autres. Montrer du caractère. Voilà, qu'il faut se révolter et qu'il faut y aller parce que ça va pas tomber du ciel. Et puis voilà, ça montre un peu aussi l'état psychologique dans lequel on était, de voir que c'est un jeune comme ça, un nouveau dans l'équipe de France qui doit montrer au cadre comme Griezmann, Mbappé, etc. que c'est le moment de jouer, de se révolter. Même Lloris par exemple qui est capitaine, j'ai l'impression que je l'ai pas vu trop parler, etc. Donc, ouais, mais Lloris, je pense que s'il y avait peut-être Mike Maignan, il n'aurait pas pu être titulaire, je crois. Parce que Mike Maignan, la saison qu'il fait avec Milan l'année dernière, ils sortent d'une super saison, ils ont gagné le Scudetto. Et je pense qu'il a, tous les matchs amicaux qu'ils ont joués avant Mondial ou pendant toutes les trêves internationales, c'était Mike Maignan qui était premier. Ouais, mais ça, je pense pas, parce qu'on sait que Deschamps, il évolue surtout par ses affinités, l'expérience, etc. On voit qu'il préfère largement mettre des joueurs qui ont déjà joué ensemble ou qui ont déjà joué des grosses coupes, même si le joueur fait une très bonne saison, etc. C'est comme si par exemple Nkunku avait été sélectionné. Je pense pas qu'il aurait pris la place de Griezmann par exemple. On sait que Deschamps fonctionne beaucoup comme ça. Déjà de base, si tu te rappelles avant cette Coupe du Monde, on s'attendait tous, tout le monde rêvait, tous les fanatiques du football rêvaient d'une finale Cristiano-Messi. Finalement, cette finale qui aurait pu être belle aussi, hein. On n'a pas été servi de cette finale, mais on a vu un combat de coq incroyable entre Messi et Mbappé. À chaque fois que l'un des deux marquait, il allait chambrer l'autre. C'était beau à voir, de voir que ces deux joueurs-là du PSG donnaient tout pour leur pays et portaient leur pays sur leurs épaules. Moi, franchement, comme je l'ai dit peut-être, Mbappé fait un gros respect à ce joueur-là parce que c'est pas toujours évident à 24 ans de prendre cette responsabilité. Enfin, Messi et Ronaldo à 24 ans, je pense qu'ils ne faisaient pas ça. Ils n'avaient pas assez d'expérience pour pouvoir porter tout un pays sur leurs épaules. Mais lui, déjà à 24 ans, avoir cette maturité-là, à pouvoir répondre présent sur le terrain, à pouvoir porter l'équipe et l'aider en marquant un triplé, c'est incroyable. Et moi, ça me dérangerait pas si par exemple le PSG gagne la Ligue des Champions, on ne sait pas. J'espère pour eux. J'aimerais bien voir Mbappé franchement gagner le Ballon d'Or parce que j'ai toujours été quelqu'un qui préfère par exemple Haaland à Mbappé, mais vu le match d'hier, franchement je ne peux que respecter ce joueur-là. Après, c'est sûr que s'il arrive à faire une saison où il fait en Ligue des Champions, il marque les esprits et même il la gagne,
ça pourrait être un sérieux candidat. Mais après, moi, je m'inquiète pas pour lui. Je sais que c'est sûr, dans sa carrière, il va le gagner à un moment. Sinon, pour revenir sur l'équipe d'Argentine, tu disais la rivalité Mbappé-Messi. C'est vrai que celle-là était plutôt bonne, mais après, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les autres joueurs qui, eux, par contre, vraiment, c'était pas du tout fair play. Quand il marquait, on a vu des images du numéro 13 qui célébrait. Romero. Ouais, voilà. Ouais. Ou bien Martinez, le gardien. Martinez, etc. Et sinon, aussi, pour parler de l'Argentine, comment des joueurs qui sont en club inconnu au bataillon, comme par exemple McAllister qui est à Brighton, il est remplaçant presque, se transcendent dans des compétitions comme ça. Des joueurs qui, on l'a vu justement, McAllister, moi c'est un joueur que j'avais entendu parler de lui parce qu'il a un nom un peu irlandais et il joue en Argentine. Et ce gars a réussi à se sortir tout seul à la Messi presque, de situations où il était face à quatre joueurs français. Ou bien même des joueurs qui, par exemple, ceux qui évoluent à River Plate, les deux, qui eux aussi évoluent dans un championnat sud-américain, donc c'est pas les meilleurs championnats, on sait, même si c'est du bon football et du beau football, arrivent à devenir si forts dans des compétitions comme ça. Je pense que il y a quelque chose en plus, l'amour du pays, surtout en Amérique du Sud. Donne de la force à ces joueurs, parce que pour se transformer comme ça et être durant toute l'année un joueur lambda et là d'un coup devenir un des meilleurs joueurs sur le terrain, il faut le faire quand même. Ça a été le cas pour pas mal de joueurs marocains. Peu de personnes connaissaient Ounahi, même s'il jouait à Angers. Peu de personnes le connaissaient. Peu de personnes connaissaient Sofiane Amrabat. Bono, il était plus ou moins un petit peu connu. Mais on a bien vu cet amour de la patrie qui ont eu ces joueurs-là. Et en fait, en Coupe du Monde, c'est connu de faire des découvertes de joueurs qui se transcendent justement et que tout le monde découvre lors d'une Coupe du Monde. Et je crois que c'est comme un sort de tremplin pour ces joueurs-là. Et c'est pour ça que McAllister, moi, franchement, je pense qu'il finira dans un grand club, dans un club plus connu peut-être que Brighton. Parce que moi j'ai regardé tous les matchs de l'Argentine et ce milieu-là, il est impressionnant. Impressionnant comment il va il est dans tous les duels, comment on n'arrive pas à lui prendre le ballon de ses pieds. Oui. C'est un joueur de classe mondiale et même hier il a fait un immense match face à cette équipe de France. Et pour revenir sur le chambrage de Romero et de Martinez, il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison derrière tout ça. On se rappelle tous de ce que Mbappé avait dit il y a quelques mois. Je crois que c'était l'année dernière, ou je ne me rappelle plus, mais il avait déclaré comme quoi le Brésil ou l'Argentine, ça sera jamais des pays qui vont réussir encore une fois à se hisser en finale d'une Coupe du Monde, parce que l'équipe de France ou les Européens jouent entre eux et jouent au plus haut niveau, et que là-bas, en Amérique latine, c'est pas le même niveau. Et c'est pour ça que Romero et Martinez, ils ont tenu à leur rappeler à leur manière, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais c'est comme ça qu'ils essaient de répondre aux critiques. Et ils ont tenu à lui rappeler comme quoi l'Argentine, il est capable d'être champion du monde, il est capable d'être dans une finale. Mais après, il faut dire la vérité, Messi, lors de cette Coupe du Monde, il a vraiment tout donné pour son pays. Moi, je me rappelle de toutes les Coupes du Monde où Messi a participé. En 2014, je crois qu'il avait marqué 4 buts ou quelque chose comme ça. En 2010, on ne l'avait pas vu. En 2018, on ne l'avait pas vu à l'image de l'équipe argentine. En 2006, il était encore jeune. Mais cette fois-ci, il a vraiment tout donné. Et en termes de statistiques aussi, il a fait quoi, 7 buts et 3 passes décisives. Il est aussi décisif que Mbappé. Certes, Mbappé, il a marqué plus de buts que lui, un but de plus. Mais tous les deux là, ils ont été décisifs pour leur pays. Donc on ne peut que saluer le parcours de Lionel Messi et ce qu'il a donné pour son pays, parce qu'il a voulu tellement cette Coupe du Monde depuis des années, et depuis des années qu'il se fait critiquer en Argentine avec tous les échecs qu'il a eu lors des finales de Copa América et de Coupe du Monde aussi. Il réussit en 2021 à faire gagner au pays une Copa América. Il réussit après, bon, c'était pas une compétition si importante que ça, mais il a réussi quand même à battre l'Italie dans une finalissima l'été dernier. Et là, il réussit enfin à avoir le sacre absolu, une Coupe du Monde. Donc franchement, en tant que fan de Messi, je ne peux être que content pour lui. Mais même moi, en n'étant pas le plus grand fan de Messi, c'est vrai que, et puis là, vu que c'est mon pays qui perd,
ça fait mal, mais pour lui aussi ça fait plaisir, sachant que, comme tu l'as dit, on sait qu'il a été tellement critiqué par les médias, il a été abandonné par les médias dans son pays, quand ça n'allait pas, tout était sur ses épaules, un peu comme ce que Ronaldo est en train de vivre en ce moment. C'est un peu différent, mais bon. Bah oui, mais ils sont tous les deux abandonnés par les médias, on leur crache dessus, etc. Donc c'est vrai que pour lui, surtout que lui est passé tellement proche en 2014 qu'il fallait au moins avoir une deuxième chance. Quand on voit qu'en 2018, ils n'étaient pas prêts de l'avoir. Et puis là, c'est surtout que ça fait déjà longtemps qu'ils sont sur une bonne lancée, etc. De matchs, on sait qu'avec tout l'enchaînement de matchs gagnés, de victoires, donc voilà, c'est bien pour lui. Et il faut aussi saluer et respecter ce qu'a fait Ángel Di María, parce que sans Ángel Di María, on n'aurait pas vu Messi gagner une Copa América en 2021 et on n'aurait pas vu Messi gagner cette Coupe du Monde là, parce que quand Di María était sur le terrain, l'animation offensive de l'équipe d'Argentine était incroyable. Dès qu'il est sorti, on a vu qu'il peinait des fois à combiner en attaque et essayer de causer certains problèmes à la défense de l'équipe de France, à Hugo Lloris. Mais Di María, il marque en finale de Copa América, il offre cette Copa-là à l'Argentine, à Messi. Là, cette fois-ci, pareil, il a été décisif, il a marqué, il obtient un penalty, même s'il était un petit peu litigieux. Donc, Di María aussi, c'est le mec, moi je l'appelle le mec des finales. Quand il était au Real Madrid, je me rappelle qu'il performait toujours bien lors des finales. Donc franchement, on ne peut que respecter son parcours également. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est sorti un peu trop tôt par rapport au match qu'il était en train de faire. Je ne comprends pas le choix de l'entraîneur de l'avoir fait sortir. C'est normal, il n'a pas joué, je crois, les 3 derniers matchs ou un truc comme ça. Donc il s'était un petit peu blessé pendant la compétition. Donc physiquement, il n'était pas prêt à jouer 90 minutes ou même 120 minutes. Donc c'est plutôt normal. Et comme tu as pu le dire tout à l'heure, quand tu as un banc composé de... Tu vois qu'il y a des Paredes, des Dybala, des Lautaro Martinez, etc. et j'en passe. C'est normal de leur donner un petit peu de chance parce que tu sais que ces joueurs-là vont peut-être eux aussi faire la différence. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, j'ai savouré ce qui était en train de se passer dans la rencontre et je priais peut-être que l'équipe de France gagne ce mondial. Pourquoi? Parce que bon, ça c'était une fierté personnelle, j'avais envie que Emiliano Martinez fasse pas un bon match. Comme ça, Yassine Bounou prend le trophée du meilleur gardien, mais bon, Emiliano Martinez, ça reste une légende, ce gars. En 2021, il a fait une Copa América de fou furieux. Là, cette fois-ci, il fait gagner à l'Argentine 2 fois lors des phases de tir au but contre les Pays-Bas et maintenant contre la France. Donc, incroyable. C'est quelque chose qu'il maîtrise très bien, ça, les pénaltys. Ah oui. On sait qu'il rentre très facilement dans la tête des joueurs, etc. Et c'est tout le contraire de ce qu'est Lloris. Oui. Lloris, c'est un de ses gros points faibles. En tant que supporter de l'OM, on avait aussi Mandanda qui au penalty n'était pas bon. Et c'est comme ça, certains gardiens sont très forts, arrivent à rentrer dans la tête. On sait que Lloris, lui, n'essaie pas de parler. Ne parle pas aux joueurs d'en face, etc. pour essayer de rentrer dans leur tête et les faire échouer face aux gardiens. Du coup, merci Hugo d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Et ben, merci à toi de m'avoir encore une fois invité, c'est un plaisir. Et les gars, nous on se retrouvera dans une prochaine vidéo et hard luck comme on dit en anglais pour l'équipe de France. Ouais. Ciao. Ciao.